Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, c'est la rentrée sur TV Finance pour notre émission Venez, on va s'expliquer. Et je vous souhaite donc la bienvenue dans ce nouveau numéro. Et donc, à l'origine, simples économies prometteuses dans lesquelles il fallait investir, selon le chef économiste de Goldman Sachs, les BRICS sont désormais le fer de lance d'une pensée économique et commerciale qui rêve de se départir des règles occidentales. Réunis enfin en sommet fin août à Johannesburg, le Club des 5 a choisi l'élargissement en invitant 6 pays à le rejoindre à partir du 1er janvier 2024. Quels sont les objectifs recherchés par cet élargissement? L'hétérogénéité des membres ne rend-elle pas toute velléité d'élargissement caduque? Et quand bien même il semble aisé de supposer que la coopération économique et financière devrait s'en trouver accrue, les objectifs politiques semblent plus flous. Tout cela serait-il suffisant pour que les BRICS Plus soient en mesure d'exercer une influence constructive sur le système mondial avec comme point d'orgue la dédollarisation de leur économie? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je suis comme d'habitude très bien accompagné et comme l'année dernière par Philippe Béchade et Charles Sana. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Charles. Bonjour, merci beaucoup Charles et Philippe d'être avec nous en cette rentrée. Philippe Béchade, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et Charles, vous êtes éditorialiste et économiste, fondateur du site Insolentiae.com. Messieurs, on va commencer avec vous Philippe, juste pour poser le débat, pour bien que nos téléspectateurs s'y retrouvent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les BRICS? Alors les BRICS, ce sont 6 grands pays qu'on ne va pas qualifier de démocratie et qui ont posé comme projet de créer un petit peu un équivalent du G7, mais là ils étaient 5. C'est un projet qui se construit et qui est encore en construction. Donc on ne peut pas dire que le BRICS sont arrivés un jour, on réunit les journalistes de la planète en disant voilà, nous posons comme le futur bloc avec sa monnaie, avec ses règles commerciales, etc. C'est pas l'ASEAN, c'est pas le Mercosur, c'est encore moins évidemment l'Union européenne. C'est juste des pays qui ont décidé d'harmoniser un petit peu leur développement et leurs relations commerciales sans créer une zone de libre-échange, par exemple. C'était assez informel, pour dire les choses, au départ. Et pour les relations commerciales, ça passe plutôt par le club de Shanghai, par exemple, dont la Chine est à l'origine, le nom l'indique. Mais les BRICS, elles, c'était plutôt à l'initiative de la Russie. Voilà. En 2000 combien? 2006. Moi, j'ai commencé à en entendre parler en fait en 2007. Ouais. C'est là qu'on commence vraiment à lire que ces gens-là ont un projet de construire quelque chose. Voilà. Mais les relations de libre-échange dans des espaces où on crée des règles commerciales et douanières communes, on n'en est même pas là pour les BRICS. En revanche, ce qu'on comprend très bien, c'est qu'il y a une sorte de convergence politique. Puisque vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez le Brésil. Alors on va dire que c'est une démocratie, le Brésil. Mais bon, une démocratie qui est quand même un petit peu non alignée, ou qui s'est désalignée des États-Unis. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'était un signe que le Brésil voulait peut-être échapper un petit peu à l'influence américaine. On a l'Inde également. Alors l'Inde et la Chine, on se dit au départ, c'est incompatible. Enfin, d'où l'hétérogénéité de leurs membres, en fait. Je t'aime, moi non plus. Donc les BRICS, c'était surtout des pays qui voulaient manifester une forme d'indépendance quand même par rapport à l'influence américaine, par rapport à l'OTAN, on va dire, et qui viennent de s'élargir à des pays qui ne sont pas non plus vraiment des démocraties. Les deux principaux, les nouveaux entrants, c'est quand même l'Arabie Saoudite et l'Iran. Après ça, on parlera éventuellement de l'Argentine, des Émirats, de l'Éthiopie et de l'Égypte. Enfin, le signe fort, c'est quand même l'Iran et l'Arabie, qui sont deux théocraties.
qui rentre dans un ensemble où la Chine est totalement... c'est même au-delà du laïque. Hein, c'est que là, les religions sont bannies. Alors, on a par contre une Russie très, très orthodoxe, et une Inde partagée entre l'hindouisme, l'islam, plus l'animisme. Enfin, on voit bien qu'il n'y a pas de points communs culturels, spirituels, etc. Et politique d'une certaine façon. Donc on comprend en fait que les objectifs économiques et financiers ont du sens, même si effectivement il n'y a pas de marché commun qui ont été créés, mais c'est vrai effectivement, d'un point de vue politique, l'hétérogénéité des membres est plus criante. Charles, pourquoi les BRICS veulent-ils réduire leur dépendance au dollar ? Pourquoi les BRICS veulent réduire leur dépendance au dollar? Mais tout simplement parce que les Américains ont fait du dollar une arme, ils ont armé le dollar ces dernières années. Alors souvenez-vous, même pour leurs alliés, même pour les Européens, souvenez-vous des immenses amendes payées par les banques françaises, je pense aux 10 milliards de dollars payés par BNP Paribas, par exemple, il y a une petite dizaine d'années de ça. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez le dollar, les États-Unis d'Amérique considèrent que vous relevez de la loi fédérale américaine, et donc ils peuvent imposer à vos sociétés qui exercent aux États-Unis un certain nombre de sanctions. Alors, pour une banque européenne, c'est-à-dire pour une grande banque mondiale, il est évident que la totalité de vos gros clients, toutes les sociétés du CAC 40, toutes les multinationales, etc., utilisant le dollar, vous ne pouvez pas vous retrouver, quand vous êtes BNP Paribas par exemple, privé du fait d'utiliser, de commercialiser le dollar américain. Parce que vous perdez la totalité de vos clients, de vos grandes multinationales, et donc ça signe quasiment la fin de votre modèle économique. Donc vous êtes obligé de passer sous les fourches codines américaines. Alors, on a vu cette extraterritorialité du droit américain changer considérablement, on va dire, il y a une petite quinzaine d'années. En réalité, l'inflexion commence à se faire après les attentats du 11 septembre 2001, qui est un véritable point de césure historique, géopolitique. Et ce point de césure, il faut le comprendre dans sa globalité justement historique. En 2001, en réalité, on sort de la guerre froide à peine, la fin de la guerre froide à peine 10 ans. C'est-à-dire que l'effondrement du mur de Berlin, c'est 1989, la fin de l'URSS, la CEI, la Communauté des États indépendants, etc. Tout ça, c'est 1991. 1991-2001, vous voyez, c'est 10 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 années? 10 années qui sont relativement bénies, on va appeler ça la Pax Americana. Et donc, vous avez une victoire par chaos de l'idéologie capitaliste américaine, c'est le capitalisme américain triomphant, le libéralisme américain triomphant, Ronald Reagan, alors, qui n'est plus au pouvoir, mais c'est tout comme a gagné la guerre froide face à l'empire du mal, aux méchants, au pacte de Varsovie, les rouges, bref, les communistes. Et donc là, vous allez avoir une domination sans partage, idéologique, politique et militaire américaine. Et les attentats du 11 septembre, peu importe comment on les voit, comment on les analyse, comment on les juge, c'est pas le sujet. Les attentats du 11 septembre 2001, 10 ans après cette victoire par chaos sur le communisme, va engendrer une accélération de la domination américaine. Et cette domination américaine, elle ne se fait pas de manière très amicale. Alors, pour faire plaisir aux populations, parce que les gens ils sont gentils, l'Américain moyen de la rue, il est gentil, l'Européen moyen de la rue, il est gentil, il n'a pas du tout envie de faire la guerre ni de tuer quelqu'un. Donc on lui explique, Pauline Powell explique avec sa petite fiole, vous savez, il y a une petite fiole au Conseil des Nations Unies, une petite fiole comme ça peut tuer le monde entier. Saddam Hussein a des armes de destruction massive, et il faut que nous exportions la démocratie américaine dans un certain nombre de pays, surtout s'ils ont des ressources, des matières premières, et évidemment, surtout s'ils ont des grosses réserves pétrolières. Et donc, on va se retrouver avec des États-Unis profondément conquérants, profondément agressifs.
Et donc, face à cette agressivité, vous n'avez plus aucune opposition. L'Europe est un vassal des États-Unis, le Japon c'est bien pareil, donc vous n'avez plus aucun contre-pouvoir, ni idéologique, ni géopolitique. La Russie n'est plus que l'ombre d'elle-même, l'ex-URSS s'est effondrée, et la Chine n'a pas encore émergé, elle sort de son grand bond en avant qui était un immense bond en arrière. La Chine est fauchée comme les blés, même si c'est que du riz. Et donc, on se retrouve dans une situation vraiment de domination sans partage, encore une fois, la Pax Americana, et des États-Unis relativement agressifs qui veulent effectivement dominer le monde et imposer au monde la finance américaine, la politique américaine, le dollar américain, la monnaie américaine. Bref, c'est l'histoire d'une domination sans partage. Alors face à cette domination sans partage, la mondialisation chemin faisant, la Chine émergeant, la mondialisation qui par nature était impossible lors du rideau de fer, et lorsque le monde était coupé en deux, entre les bleus, l'OTAN, les rouges, le pacte de Varsovie, les communistes, la mondialisation était par définition impossible. Elle va pouvoir se faire après l'effondrement du communisme, et cette mondialisation va se faire et va provoquer l'un des plus grands transferts de richesses de l'histoire de l'humanité, des pays occidentaux vers les pays émergents. Et ces pays émergents vont émerger. Et en émergeant, la Russie, en se remettant de son effondrement suite à la chute de l'Union soviétique, la Chine émergeant, eh bien, on va se retrouver maintenant, là, aujourd'hui, au moment où nous parlons. Alors, Philippe, vous parlez de 2006-2007. Alors là, on est encore sur des puissances émergentes à ce moment-là. Donc, le concept BRICS émerge dans le cadre de puissances qui sont également en train d'émerger. Aujourd'hui, la Russie est rétablie, la Chine a émergé, et vous vous retrouvez avec un monde dans lequel de nouveaux contre-pouvoirs géopolitiques sont à nouveau là. Et donc, c'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut voir le conflit qui aujourd'hui oppose la vision de domination unilatérale américaine à la volonté de partage multilatéral d'un certain nombre de pays comme la Russie, l'Inde, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, qui sont unis. Alors, Philippe, vous l'expliquez bien. Philippe, il disait, regardez, on n'a pas une unité, par exemple, idéologique, on n'a pas une unité économique, on n'a pas une unité religieuse. Non, en fait, on a une seule unité. Cette unité, c'est que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ennemi désigné, c'est les États-Unis, c'est le grand Satan américain pour un certain nombre de pays, c'est la domination américaine sans partage, et donc ce qui unit ces pays qui peuvent sembler complètement disparates, eh bien c'est évidemment la présence extrêmement forte d'un ennemi commun, qui est la domination, le leadership américain, l'unilatéralisme américain, que l'on combat par le multilatéralisme qui est opposé par les BRICS. Et de la même manière qu'on avait le mur de Berlin, le rideau de fer, je vais oser ce jeu de mots un petit peu cynique, mais c'est avec des briques qu'on va construire le mur qui arrive. Ouais, mais alors justement, moi je vais y répondre à votre jeu de mots. Je vais dire, est-ce que finalement, il faut empiler les briques pour parvenir à ce dont vous parlez, contrer l'hégémonie américaine. Donc on comprend effectivement ce que vous dites, Charles. Philippe, je vais rebondir avec vous. Donc on comprend bien ce mouvement de défaillance, ce mouvement de défiance à l'endroit de l'expansionnisme de la culture et de l'économie américaine. Est-ce que, malgré tout, est-ce qu'il existe une alternative viable au dollar ? Pour l'instant, non, enfin viable. Bon, on a compris que l'euro n'obtiendrait jamais ce rôle, puisque les Américains ne le veulent pas. S'il n'y a pas d'équivalent du dollar, je dis bien d'équivalent, l'obligation d'utiliser le dollar pour des transactions commerciales ou des achats de matières premières ou d'énergie, c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé de lui-même, à la faveur d'ailleurs, c'est l'Arabie Saoudite qui en est un petit peu l'origine. Les pétrodollars, c'était un accord entre l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la CIA,
Et ça arrangeait bien le Trésor américain. Donc c'est pas une règle qui a été votée à l'OMC ni à l'ONU. Ça s'est fait comme ça. Bon, si demain des pays sont d'accord pour faire des transactions dans leur propre devise, à la limite, pourquoi est-ce qu'un pays producteur acceptait le dollar et pas, je ne sais pas, si en Érythrée c'est une livre ou un dollar ou quelque chose, mais enfin, vous acceptez une devise d'un pays fragile, instable politiquement, une monnaie de réserve, c'est quoi? C'est quelque chose qui est stable. Hein, pour ça que quand on parle aujourd'hui des crypto-monnaies qui pourraient remplacer un jour ceci, cela, non, ça ne répond pas à ce critère absolument fondamental qui est la stabilité, c'est-à-dire que j'accepte en règlement une monnaie dont je suis absolument certain que cette monnaie produira des intérêts, que ces intérêts me seront payés et que cette monnaie ne va pas voir sa valeur varier du simple au double dans les 6 prochains mois. Donc pourquoi le dollar? Parce qu'on a la confiance dans le dollar. Mais rien n'empêche d'avoir confiance dans autre chose que le dollar. Bon, voilà. Alors l'euro, ça aurait pu être le cas, mais les Américains ne voulaient pas que l'euro devienne un substitut au dollar. Et les BRICS ne vont pas vouloir que ce soit l'euro, puisqu'on va revenir sur les BRICS. Les BRICS parlaient un moment avant cette réunion d'accepter l'euro, pourquoi pas, de Johannesburg, de créer une propre monnaie, une monnaie idoine à ce club. On en est où des discussions, vous savez? Est-ce qu'ils sont allés plus loin ou pas? Alors là, on le disait en préambule, c'est extrêmement compliqué de créer une unité de règlement commercial, de règlement des transactions commerciales, avec effectivement des constituants extrêmement hétérogènes. Vous prenez l'Iran et l'Arabie, c'est quand même deux mondes. Vous prenez la Chine avec un yuan qui est administré, et l'Inde, qui est son équivalent en termes de population, c'est 1,4 milliard des deux côtés, mais deux systèmes économiques et démocratiques extrêmement différents. Brésil, Argentine, là aussi, on mesure bien la volatilité du réal, et je ne parle pas du peso argentin. Alors ça veut dire que ces pays-là, s'ils adoptaient effectivement une unité de règlement commun, il y a un moment où l'Argentine, elle se retrouverait exactement avec le même problème qu'elle a eu avec le dollar, c'est-à-dire que le dollar prend de la valeur, et ça ne résoudrait pas forcément le problème de l'Argentine, tout en créant en revanche de la volatilité au sein de l'ensemble qui aurait adopté une unité commune. Alors c'était déjà pas facile à 5 avec les BRICS de l'origine, imaginez à 11 et avec des pays comme l'Érythrée, l'Argentine, l'Égypte, enfin vous comprenez que c'est assez compliqué. Par contre, si ces gens-là décident de se faire confiance, et si par exemple, je ne sais pas, les Émirats acceptent d'être payés en peso argentin, et que les Argentins acceptent d'être payés en livres égyptiennes, libre à eux. Si ça leur va mieux que de dépendre du dollar et de la surveillance qu'exerce la CIA, le département de la justice américain et la Fed, ça fait quand même 3 super institutions qui contrôlent ce que chacun fait du dollar, ces BRICS élargis, effectivement, sont bien d'accord de ne plus dépendre de la Fed, de la CIA et du département de la justice. Et c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, à eux de voir comment ils peuvent créer une sécurité dans ces règlements à terme. Le problème, c'est pas d'être payé tout de suite en peso ou en livre égyptienne, on a bien compris. Le problème, c'est que je vais accepter un règlement pour une livraison dans 6 mois, dans 9 mois, etc. Comment je me couvre si la devise est extrêmement volatile? Mais à la limite, s'ils veulent prendre le risque entre eux, mais ils sont tout à fait fondés à le faire. Et Charles a raison. Pourquoi est-ce qu'il y a ce rejet des États-Unis? Parce que les États-Unis réagissent à quelque chose d'assez basique et qui s'appelle « the winner takes all ». Ils ont remporté effectivement la bataille face au communisme ou à l'économie planifiée, et donc ils considèrent qu'ils ont tout gagné.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que 30 ans, même pas, après cette victoire sur l'économie planifiée, nous en sommes maintenant en Occident et surtout aux États-Unis, nous en sommes à une économie complètement planifiée. Vous voyez à quel point l'impression monétaire est devenue une façon de gérer les choses, ce qui est absolument incroyable. Les prix sont administrés en Europe, les prix de l'électricité. Ils sont administrés avec des mécanismes totalement absurdes, mais les prix sont complètement administrés. Toute l'Europe, toute la construction européenne, les prix agricoles, etc., tout est complètement administré. On a vaincu la Russie, on a vaincu le communisme chinois pour recréer un système qui y ressemble énormément. Peut-être que ceux qui ont connu le communisme, c'est-à-dire la Russie, la Chine, et on va dire que le Brésil a été aussi très 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 à gauche dans sa façon de fonctionner, peut-être que ces gens qui ont connu le communisme, ils n'ont pas envie de le revivre au travers de quelque chose qui leur serait imposé par les États-Unis. Ok, on comprend bien. Charles, du coup on se pose, la vraie question c'est de savoir en réalité si le dollar va pouvoir perdre son statut de réserve. Vous en pensez quoi? C'est possible? Et auquel cas je ferai également appel à vos connaissances en histoire, Charles, parce que souvent vous nous citez des faits, etc. Est-ce qu'on peut commencer à faire un parallèle entre la chute de la livre sterling et l'éventuelle dédollarisation du monde? Oui, dans la mesure où c'est de la même manière qu'on a en finance la rotation des actifs, on a la rotation des empires en termes géopolitiques. Donc un empire, ça naît, ça se crée, ça se développe. Ça domine, et puis une fois que ça domine de manière un petit peu excessive, ça crée des inimitiés. Ces inimitiés, bien évidemment, au fur et à mesure que l'empire dominant se radicalise dans son attitude, eh bien ces inimitiés, ces oppositions en face augmentent. Elles augmentent à un tel niveau qu'à un moment donné, il y a consensus contre l'empire s'affaiblit, l'empire chute. En général, la fin des empires s'accompagne toujours d'errements monétaires extrêmement forts pour la simple et bonne raison que la fin des empires est toujours violente et que la violence, ça s'exprime pour les empires par de la guerre et que dans la guerre en économie, ça s'exprime par beaucoup d'argent et par beaucoup de dépenses, alors que ce soit la chute de l'empire romain, la chute de l'empire britannique, dans une autre mesure, la chute de l'empire français, si on le prend dans son acceptation, l'empire colonial, etc. Vous avez les mêmes attributs à chaque fois. D'un point de vue historique, dans la chute de ces empires, c'est-à-dire des guerres, et ces guerres coûtent cher, et donc ces guerres, il faut les financer, donc ces guerres, elles appauvrissent, et puis elles terminent évidemment dans une immense crise monétaire, dans un immense coût qui affaiblit tellement l'empire sortant, si vous voulez, que il finit par sortir de l'histoire. Alors, est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis? Probablement. Est-ce que les États-Unis vont se radicaliser militairement parlant? Écoutez, on en voit déjà tous les symptômes. Radicalisation militaire, radicalisation économique, les États-Unis. Moi, vous savez, là, je ne vous fais pas de la politique, je vous fais une analyse. Moi, quand j'étais gamin, les États-Unis étaient un pays qui faisait rêver. C'était un pays de liberté, c'était un pays dans lequel on avait envie d'aller, c'était un pays dans lequel on voulait aller se réfugier, c'était un pays dans lequel on pensait que tout y était possible, envisageable et que l'on pouvait y entreprendre ce que l'on souhaitait. Aujourd'hui, les États-Unis ne font pas rêver. Et ça, si vous voulez, c'est juste un constat purement objectif et rationnel. Et les États-Unis ne font plus rêver depuis les attentats du 11 septembre 2001 et depuis cette forme d'agressivité américaine, d'impérialisme américain agressif et conquérant qui est venu heurter beaucoup de populations, à travers la planète. La guerre en Irak, l'occupation d'Irak, la guerre en Afghanistan, ce sont des centaines de milliers de morts. Si vous voulez, on est dans des bilans humains absolument effroyables. Donc, pour répondre à votre question, qui était le dollar... Va-t-il perdre son statut de monnaie de réserve? Oui. Peut-il perdre son statut de monnaie de réserve?
vous êtes dans un processus. La chute de l'Empire romain, c'est quelque chose qui se fait sur 4 siècles. Je ne vous dis pas que la chute de l'Empire américain va se faire sur 4 siècles, parce qu'on est dans une notion un peu d'accélération du monde. Donc on peut plutôt raisonnablement imaginer que nous allons aller vers vraiment un nouveau mur. Je faisais ce jeu de mots avec les BRICS pour monter un nouveau mur, mais on est vraiment là-dedans, on est dans une nouvelle guerre froide, on est dans un nouveau rideau de fer qui est en train de séparer monde, et vous voyez très bien la césure qui est en train de se faire, qui est en train de se faire avec la liste des pays nouvellement entrants dans la confédération des BRICS qu'a évoqué Philippe, en nommant d'ailleurs très justement, parce que c'était très important, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc Iran, Arabie Saoudite, c'est des réserves de pétrole importantes. Pour l'Arabie Saoudite, c'était des réserves de change en dollars importantes. Alors l'Arabie Saoudite a fait diminuer de 40% ses réserves de change en dollars. On n'en parle pas, mais c'est absolument considérable. Donc là, vous avez un événement majeur, donc ça c'est plus l'affaire Khashoggi, mais vous avez un événement majeur en termes économiques et géopolitiques, qui est la dédollarisation significative entamée, initiée par l'Arabie Saoudite. Mais là aussi, regardez, on est sur un processus. C'est-à-dire que des choses qui se font sur plusieurs années. Donc, on ne peut pas dire le dollar va perdre son statut de réserve le 32 août 2027,5 à 15h02. Ça va pas se passer comme ça. Donc déjà, la dédollarisation, elle n'a pas de caractère d'urgence. Pas une urgence. Mais elle est en cours. Elle est en cours. Quand on regarde le niveau des stocks d'or des banques centrales, il a bondi de plus de 150% en 2022. Je crois qu'en moyenne, les banques centrales achetaient 500 tonnes d'or. Chaque année, là, elles en ont acheté plus de 1000 tonnes. Du coup, on a bien un mouvement de dédollarisation qui se fait quand même. Complètement, mais encore une fois, ce mouvement de dédollarisation, c'est pas je passe de 0 à 100 km/h en une seconde, ou je passe de 100 km/h à 0 en me prenant un mur et avec un arrêt immédiat. C'est vraiment une notion de processus. Je pense que c'est important que tout le monde le comprenne bien, parce que après, en termes d'allocation d'actifs, en termes de prévision économique, ça a des conséquences importantes. Mais c'est pas le seul sujet, c'est pas le seul volet de la réflexion à avoir. Je vous parlais d'un nouveau mur et d'une partition. La dédollarisation va concerner qu'une partie du monde, et une partie du monde dans laquelle nous ne vivons pas, nous, les Européens. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des dollarisations pour un Chinois, pour un Iranien lui, il n'a jamais été dollarisé, donc il a toujours été dollarisé. Le Saoudien, lui, il est en train de se dédollariser. Donc vous avez déjà différentes nuances de pays par rapport à leurs engagements avec les États-Unis. Est-ce qu'ils étaient profondément pas dollarisés ou est-ce qu'ils sont totalement dollarisés? Donc les deux exemples, et là vous voyez bien cette hétérogénéité dans les BRICS, c'est effectivement l'Iran depuis 40 ans sous sanctions américaines, et de l'autre côté l'Arabie Saoudite, partenaire majeur dans les pétrodollars, etc. des États-Unis, donc totalement dollarisé. Donc un pays qui est de base dédollarisé, un pays qui est de base dollarisé profondément. Donc vous voyez, déjà c'est pas la même chose. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est cette idée qui est une idée de zone et de zone d'influence. Et la zone d'influence, vous la voyez très très bien se dessiner. Les BRICS d'un côté, les États-Unis et leurs alliés traditionnels de l'autre. Donc, les pays membres de l'OTAN, ça va du Japon aux pays d'Europe en passant par l'Australie, etc. Enfin bon, vous connaissez à peu près la liste. Et donc, tout ça, le Mexique, tout ça, ce sont des pays qui font partie des alliés américains ou de la zone traditionnelle d'influence américaine. Alors, le Canada, etc. Et donc ça, c'est des pays dans lesquels vous n'aurez sans doute pas de dédollarisation. On comprend. La dédollarisation concerne les BRICS, pas le bloc américano-occidental. Donc, est-ce que l'on peut, Charles, Philippe, parler malgré tout de régionalisation des BRICS ?
Une drôle de région hein, qui franchit les océans, qui franchit l'Himalaya, qui franchit le Caucase, enfin bon, donc c'est... À l'heure de la démondialisation, qu'on parle de régionalisation, c'est quand même peut-être un nouveau paradigme de régionalisation. Moi je pense qu'effectivement il faut rester un petit peu au terme de partition, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une partie du monde qui accepte de rester sous domination américaine et une autre partie du monde, comme on l'a bien décrit, qui ne veut plus dépendre du bon vouloir des États-Unis. Ça, je pense que c'est un mouvement qui est absolument irréversible. Il y a des aspects géopolitiques et géostratégiques de maîtrise des matières premières. On comprend bien aujourd'hui, si on fait l'inventaire de ce qu'il y a dans le sol des BRICS en termes de pétrole. Alors, je parle des BRICS élargis. Hein. Pétrole, terres rares, les métaux stratégiques dont on a besoin, nous, pour notre fameuse transition énergétique décarbonée. L'agroalimentaire, premier producteur de blé au monde, la Russie. Deuxième producteur au monde de soja, ou voire peut-être même maintenant le numéro 1, je pense que c'est le Brésil. Le sucre avec l'Inde. Le sucre avec l'Inde. Les BRICS, aujourd'hui, sont également ceux qui nourrissent la planète. Mais alors, qu'est-ce qui manque justement, Philippe ? On en parlait un petit peu avant le débat, et on a remarqué une chose, c'est que les BRICS sont confrontés à une... Enfin, est-ce qu'il leur manque, ce sont des institutions. Ils ont créé un fonds commun de développement, etc., mais sinon, il n'y a rien d'autre. On sait que pour assister à l'émergence de puissance régionale commune, de marché commun, il faut des institutions. Du coup, est-ce qu'ils ne vont pas être freinés par cette divergence politique, justement ? Est-ce que finalement l'empilement de BRICS, j'en reviens encore à ce jeu de mots qui a du sens, l'empilement de BRICS ne va pas finalement détruire l'esprit premier qui est l'anti-américanisme ? Alors l'anti-américanisme, il a été bien alimenté par les États-Unis, ils ont bien fait le job. C'est ça, c'est une défaillance américaine également. Et je pense que c'est quelque chose d'assez profond. Alors quand vous parlez d'institutions, on ne va pas avoir demain une Union européenne ou une union transpacifique, etc. Ça ne va pas avoir le jour. Ce qui est absolument fondamental pour une zone qui veut faciliter ses échanges économiques, c'est d'avoir un équivalent des grands systèmes de compensation et d'échange de capitaux, c'est-à-dire un équivalent de SWIFT, par exemple, ou des règlements interbancaires que nous avons, nous, entre l'Europe et les États-Unis, alors qu'on est bien sur deux devises différentes, mais on a quand même un système d'échange. Donc, je pense que c'est d'abord ça l'enjeu, avant de créer une monnaie commune, c'est de créer un système d'échange sur lequel les États-Unis n'ont pas le regard, ou l'Europe, parce que tout ce qui est compensé au Luxembourg, tous les échanges qui s'opèrent sont visibles pour la plateforme qui permet ce qu'on appelle le clearing. Donc, tant que vous utilisez le dollar ou l'euro pour des échanges internationaux à travers un SWIFT, vous êtes, on observe ce que vous faites. Qui deal avec qui, quelle somme La Chine a un système de paiement international. Absolument, le CIBC. Exactement, qui pourrait donc être mis en place. Qui est déjà opérationnel et qui a permis d'ailleurs aux Russes bannis du système justement. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on en parle de faire fonctionner leur carte de crédit au travers effectivement du système chinois qui lui va être étendu. Donc je dirais que ça, c'est un vrai enjeu. Et là, quand on rend ces transactions non transparentes pour ce qu'on considère aujourd'hui comme être un petit peu c'est plus que le concurrent, c'est quand même un adversaire, quelqu'un qui tente de vous contrôler, qui vous impose des sanctions, c'est pas un partenaire, c'est un adversaire. Donc voilà, les États-Unis sont un adversaire. Et la première chose, c'est déjà de rendre ces transactions non pas opaques, mais
non visible par celui qui veut exercer son contrôle sur vous. Donc, je dirais que la question de créer une monnaie commune des BRICS, c'est quelque chose qui est très secondaire par rapport au fait d'échapper au système de surveillance générale occidentale. Voilà. Donc après, effectivement, toutes ces banques renforcent leur détention d'or, parce que peut-être qu'un jour, effectivement, si on doit créer un système monétaire de confiance, pour l'instant, l'or garde encore ce statut. Alors nous, on peut toujours avoir des Goldman Sachs qui vous écrivent, ou Warren Buffett, à un moment le disait aussi, que l'or n'avait strictement aucun intérêt. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez même payer des universitaires pour vous pondre des tribunes qui vont sortir dans Le Monde, dans le Times, dans le Financial Times, etc. Mais qu'est-ce que font vraiment les gens, les milliards d'individus sur la planète? Ils ont confiance dans l'or. Et ils ont plus confiance dans le dollar, mais c'est pire que ne plus avoir confiance dans le dollar. Ils ont compris que le dollar était quelque chose de limite toxique. Voilà. Donc vous pourrez toujours leur expliquer que l'or ne sert à rien. Il y a un moment, quand vous décidez que vous ne voulez plus détenir de dollars pour ne plus être sous une surveillance ou une domination américaine, eh ben, vous en revenez alors, et on peut écrire tout ce qu'on veut, ça ne va plus rien changer à l'affaire. Par contre, pour les États-Unis, les achats et la détention de dollars pour des transactions internationales, c'est la clé du financement de leur déficit, et c'est la clé du financement de leur guerre. La guerre en Afghanistan, en Irak, elle a été faite à 100% à crédit. Si vous n'acceptez plus le dollar ou si vous n'allez plus en chercher pour faire des transactions entre divers pays, donc maintenant 11 BRICS, qui décident de se passer du dollar, c'est autant de sources de financement des États-Unis qui vivent totalement à crédit depuis maintenant 20 ans. Sans ce crédit, comment vont faire les États-Unis? Ils vont faire comme le Japon. Ils vont monétiser. Et s'ils commencent à monétiser, alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le dollar commence à perdre de la valeur. Donc, est-ce que vous avez envie de détenir en plus de ça une devise dont vous êtes certain que, en tant que devise de réserve, vous allez perdre de l'argent sur ce que vous détenez pour 6 mois, 9 mois, 1 an. Plus personne ne voudra ou voudra détenir du dollar, mais alors pour des périodes très courtes, 2-3 mois. Mais si dans 9 mois, le dollar a perdu 10%, ils peuvent toujours me servir 5 ou 5,5% de rendement sur mon dollar, je vais perdre. Donc je vais éviter le dollar. Par contre, de l'or, il ne va pas probablement perdre 20% dans les 6 mois qui viennent. C'est possible. Donc on comprend effectivement, donc ce que vous expliquez, Philippe, participe à ce mouvement de dédollarisation qui est actuellement en cours. Charles, tout à l'heure, vous avez dit les États-Unis ne font plus rêver. C'est un fait pour une partie du monde. Moi, il y a une statistique, alors maintenant on va opposer ces deux clubs, ces deux blocs, le bloc occidental et le bloc BRICS, on va les comparer, on va regarder les chiffres, etc. etc. Il y a un chiffre, moi, qui m'intéresse, c'est celui des brevets. Est-ce que, donc, beaucoup plus de brevets sont déposés du côté occidentale que du côté BRICS? Les choses vont peut-être être amenées à changer, mais du coup, peut-on dire de façon certaine que l'avenir est du côté de l'anti-américanisme, alors que finalement, l'innovation se fait encore du côté occidental? J'ai absolument pas dit ça. J'ai pas dit que... J'étaye. Les BRICS allaient forcément gagner, que les États-Unis avaient forcément perdu parce qu'ils faisaient plus rêver. J'ai pas du tout dit ça. Je vais même peut-être vous dire l'inverse. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance américaine. Vous savez, aujourd'hui, dans ce processus de dédollarisation, on est de toute façon dans un processus de gestion de la domination. Alors, si vous ne pouvez pas dominer, si vous vous placez d'un point de vue américain, si vous ne pouvez pas dominer le reste du monde, parce que le reste du monde s'oppose à votre domination sans partage. Quelles sont vos possibilités? Soit vous rentrez, là on fait juste une approche analytique du problème, soit vous rentrez dans une approche multilatérale et vous négociez avec l'ensemble des partenaires un partage du monde. Et vous vous retrouvez dans ce nouveau monde multilatéral
relativement marginalisé. En tout cas, vous ne dirigez plus. Vous êtes une composante de ce monde multilatéral. Je vous fais l'analogie avec la construction européenne. Aujourd'hui, la France n'est qu'un élément, fut-il important, de l'Union européenne, mais voilà, nous ne sommes pas tout en Union européenne, dans l'Union européenne et à Bruxelles, loin de là. C'est la même chose pour l'Allemagne. Quand bien même l'Allemagne est très importante avec une influence majeure, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas tout non plus dans l'Union européenne. Donc c'est ça le multilatéralisme. Donc soit les États-Unis acceptent une forme de multilatéralisme à l'échelle planétaire, et ça veut dire partager le pouvoir avec la Russie, la Chine, ça veut dire avoir des approches consensuelles, etc. etc. Soit les États-Unis rentrent en guerre. C'est la confrontation armée. De toute manière, je n'abdiquerai jamais mon pouvoir et ma domination. Et si on doit tous mourir, eh ben mourons tous. Et allons-y, faisons la guerre totale, générale, utilisons les armes atomiques. Voilà. Ça, c'est notre possibilité. C'est la guerre. Et puis, une troisième possibilité, c'est la partition. Et entre la guerre totale et le multilatéralisme général, vous voyez, et donc la dilution de la puissance américaine, vous voyez bien que d'un point de vue analytique et d'un point de vue logique, si vous n'êtes pas complètement suicidaire, vous dites d'un point de vue rationnel, je ne vais pas aller vers la guerre totale pour assurer ma domination parce que c'est la destruction mutuelle assurée vu que tout le monde a des bombes atomiques, donc je ne vais pas aller vers la guerre totale, ça n'a pas de sens, et je ne veux pas non plus être dissous dans le multilatéralisme général, comme la France est en train d'être dissoute totalement dans l'Union européenne, ça pèse ou pas, mais c'est un fait. Donc, qu'est-ce qui reste aux États-Unis? Eh bien, il reste aux États-Unis la partition du monde, c'est-à-dire la domination totale et sans partage, mais que d'une partie du monde. Et c'est ce vers quoi nous allons. Et ça, c'est ce qui va être prégnant dans les 10 à 20 prochaines années. Donc, nous passons d'un monde mondialisé sous grande domination américaine, à un monde qui est en train de se démondialiser et de subir une immense partition. Et donc, on met fin, les États-Unis sont en train de mettre fin à la mondialisation. Alors, ça pose quantité de problèmes. Et pareil, en termes de réflexion de placement, dans les 20 prochaines années, je n'ai pas forcément très envie d'être actionnaire d'une société qui doit son modèle économique et ses bénéfices à la mondialisation. Alors vous prenez Apple qui est faite et à l'apogée de la puissance financière, du cours en bourse, la valeur à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Et Apple, ça vaut quoi sans la mondialisation? Ça vaut quoi sans 1,5 milliard de Chinois qui achètent des iPhones et des iPads? Ça vaut quoi sans les usines en Chine? Et si demain on met les usines en Inde, mais que ce qui est en train de faire Apple pour se non pas dédollariser, mais de se déchinoisiser en termes de production, d'accord? Parce que pendant de la dédollarisation, c'est la déchinoisisation quand on est du côté occidental. Donc c'est l'interdiction de Huawei, c'est les sanctions qui sont prises. Vous avez vu, c'est l'IRA aux États-Unis, c'est le nouveau bonus écologique pour les voitures qui en France fait que la Dacia Spring, qui est la plus petite et la plus économique des voitures électriques pour monsieur et madame tout le monde, elle ne va plus avoir de bonus écologique a priori à partir du 1er janvier 2024 parce qu'elle est produite en Chine et en Europe, etc. Donc, vous êtes en train d'assister à cette partition du monde et les États-Unis ont choisi comme stratégie, qui est extrêmement rationnelle, de maintenir leur leadership dans leur zone d'influence et de ne pas aller sur le chemin de la guerre totale et de ne pas aller sur le chemin du multilatéralisme total dans lequel les États-Unis seraient dissous. Charles, je suis désolé, le temps file. Charles, une dernière chose et rapidement, j'ai une dernière question pour Philippe.
Je vous laisse finir votre raisonnement. De toute façon, j'en profite pour dire aux téléspectateurs que vous serez sur notre plateau jeudi en 8. Et donc, c'est un thème qu'on pourra reprendre si nos téléspectateurs le souhaitent. Donc, je vous laisse finir en une phrase ce que vous disiez et après, je bascule sur Philippe, avec Philippe. Donc, les États-Unis ont opté pour la stratégie de la domination économique, politique, géopolitique, monétaire, etc. dans leur zone d'influence, et donc pas pour la guerre totale, pas pour le multilatéralisme, et l'effet de ça, on le connaît, parce qu'on l'a vécu pendant la guerre froide, et on l'a vécu avec chaque empire. Vous avez à chaque fois, aux limites de ces zones d'influence, des guerres très fortes qui opposent les blocs. Et c'est ce que nous vivons en Ukraine. Donc on est dans un monde expliqué comme ça, qui est totalement intelligible et cohérent, et on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Et donc la guerre en Ukraine, qui est une guerre aux confins de l'Empire ou de la zone d'influence des États-Unis, eh bien, est une guerre pour l'extension de la zone d'influence américaine, et c'est une guerre pour contrer l'extension de la zone d'influence américaine, menée par la Russie, mais de manière générale, par les BRICS. Voilà le monde dans lequel nous allons, qui est un monde qui est profondément un monde de partition, et nous allons vivre partition et démondialisation dans les 20 ans qui viennent. Ça a déjà commencé, c'est un processus, et ce processus est hyper inflationniste, durablement. Écoutez, on vous retrouve donc jeudi en 8, Charles, on parlera de ces problématiques plus économiques avec vous. Ma dernière question est pour vous, Philippe. Vous avez tous les deux effleuré le sujet sans vraiment y rentrer. On a bien compris que ce club, ces BRICS+, c'est un peu le pendant du G7. Vous nous avez dit, Philippe, que l'idée n'était pas forcément de calquer le modèle de l'Union européenne, que ce n'était pas leur souhait. Vous vous approchez, vous, Charles, un petit peu de cette notion belliqueuse, etc., sans vraiment trop oser y rentrer. Philippe, est-ce qu'on peut supposer que ces BRICS+, deviennent le pendant oriental de l'OTAN? Là, on rentre dans une dimension... Est-ce qu'une alliance militaire est possible? On comprend que entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord, 3 démocraties, ça ne vous aura pas échappé, ont quand même des projets de manœuvres, de coopération militaire. Est-ce que les BRICS ont un projet de coopération militaire? Pas à ma connaissance. Et ils devraient? Non, je pense qu'il y a beaucoup plus efficace qu'un projet militaire pour contrer l'hégémonie américaine. Il suffit d'affaiblir le dollar. Vous affaiblissez le dollar, ou vous rationnez le pétrole et les matières premières, vous mettez les États-Unis et ses satellites dans une situation beaucoup plus critique qu'effectivement si on voyait pousser des champignons atomiques un petit peu partout. Donc là, je suis tout à fait d'accord, et je voulais faire une conclusion identique. Cette partition du monde, elle est fortement inflationniste. Si c'est inflationniste, l'inflation c'est d'abord la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Quelle monnaie va perdre de son pouvoir d'achat? À mon avis, pas le yuan, pas le réal brésilien. Ça risque d'être l'euro et le dollar. Et les grandes institutions internationales type BlackRock, Vanguard, Fidelity, les grands fonds d'investissement mondiaux. Je pense qu'à un moment ils se diront que il faut aussi diversifier et réduire l'exposition au dollar. Et il est possible que les 20 prochaines années soient les années des matières premières, sachant que les 20 années qui nous séparent de l'an 2000, de la création de l'euro, sont des années où il y avait un ratio, on va dire un panier de matières premières, c'était de 1 à 20 par rapport au Dow Jones, et maintenant on est de 1 à 40. C'est-à-dire qu'on n'a jamais consommé autant de matières premières et elles n'ont jamais valu aussi peu cher, quelque part. Donc, je pense que cette partition du monde, en plus de ça, fait que les États-Unis et l'Europe vont dépendre d'abord de l'OPEP, et on compte maintenant au sein de l'OPEP plusieurs BRICS, et ils vont contrôler plus de 60% des ressources pétrolières. Alors, j'ai lu 80, et bien sûr c'est faux, hein, parce que bon, il y en a qui essaient de gonfler un petit peu le truc. Je sais que ça a beaucoup circulé, 80-20.
Non, les BRICS, c'est 60, mais même ils contrôleraient 51% de la production pétrolière mondiale. Ça leur suffit déjà pour, en grande partie, contrôler le niveau de vie dans les pays du G7. Parce que à 98 $ le Brent, 92-93 le WTI, on va pas le vivre de la même façon que lorsque le baril était à 70 $ et même à 50 $ en 2021. Donc la conclusion, les BRICS face au monde, c'est d'abord effectivement un monde qui se fractionne, qui devient complètement inflationniste alors que la mondialisation était déflationniste. Alors par contre le danger, et c'est ce qu'on a fait avec la Russie, c'est-à-dire dire eux ils n'existent plus, on ne commerce plus avec eux, et je rappelle quand même cet aphorisme, quand les marchandises ne traversent plus les frontières, les soldats ne tarderont pas à le faire. Bon bah écoutez... On va rester sur une note plus positive. Donc Charles, vous êtes avec nous pour parler économie jeudi en 8. Philippe, vous suivrez, on vous invitera et puis on réabordera de toute façon ces thèmes économiques qui sont effectivement passionnants et qui sont extrêmement passionnants et qui permettent à tout le monde de faire de la prospective. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous en cette émission de rentrée. Philippe Béchat, vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien, et Charles Selna, vous êtes éditorialiste et économiste et surtout fondateur du site insolentiae.com. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain pour un nouveau live de TV Finance. Sinon, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de Venez, on va s'expliquer. Très bonne journée sur TV Finance.